Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal pour le mois de mars 2020. Une séance qui est une séance ordinaire, mais qui est quand même plutôt spéciale compte tenu des circonstances. On va avoir l'occasion d'en discuter pour quelques minutes du sujet de l'heure. Le coronavirus, évidemment, qui perturbe notre quotidien. C'est la même chose ici à l'Hôtel de Ville, donc je vais vous donner des détails un peu sur les annonces qui ont été faites et les actions que nous avons dû prendre, notamment ce soir, de tenir cette séance publique à huis clos. Donc vous allez dire, c'est public, c'est à huis clos, c'est assez contradictoire. Le ministère des Affaires municipales a suggéré aux municipalités, non pas ordonné, mais j'imagine que dans les semaines à venir, il est possible que nous soyons obligés de faire cela maintenant pour éviter qu'il y ait des gens trop nombreux qui se rendent dans des espaces clos. Vous savez, toutes les consignes qui ont été données de la part du gouvernement du Québec à cet égard-là. Donc, de façon responsable, nous tenons à la sécurité, à la santé de vous, mesdames et messieurs, également de nos employés. Donc, on essaie de diminuer le nombre de personnes qui sont dans un même espace, ici même, dans ces lieux. C'est pourquoi nous avons pris la décision au Conseil municipal de tenir cette séance à huis clos. Par contre, vous me voyez actuellement à la télévision, vous pouvez me voir par le biais de la web diffusion. Également, les gens auront l'occasion de poser leurs questions via le site web. Vous pouvez, il y a un petit formulaire qui est là. Il y a déjà des questions qui sont rentrées. Donc, à la fin de la séance, comme d'habitude, on aura l'occasion de répondre à vos questions. Il faut aussi savoir que c'est assez exceptionnel. Là. C'est la première fois que moi, je vis ça. Si jamais vous avez une question qui arrive sur le tard, puis que j'ai dit bonsoir tout le monde, puis que vous dites « Ah ben là, j'avais une question, je l'ai envoyé trop tard ou on ne l'a pas vu », soyez sans crainte. Dans les heures, dans les jours qui vont suivre, vous allez avoir une réponse à votre question. Alors, évidemment, les présences ont été prises. On a un conseiller municipal, M. Provencher, qui est par visioconférence. Donc, vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit. Il y a un écran. M. Provencher peut assister à cette séance à distance. Ça aussi, c'est nouveau. Le gouvernement nous le permet parce que auparavant, les membres du conseil étaient obligés d'être présents en personne pour pouvoir assister officiellement à une séance du conseil. Maintenant, il y a la possibilité de le faire à distance. Alors, on va faire ça ce soir. Désolé pour les inconvénients, mais je crois que c'est pour la santé de tous et de toutes. Et nous allons nous conformer, évidemment, aux directives du gouvernement du Québec et de la santé publique. Alors, à Victoriaville, s'il y en a qui ont suivi peut-être les événements, les décisions qu'on a prises, évidemment, ça a été médiatisé, mais je vous fais quand même un petit résumé. Nous avons un plan d'intervention ici à la ville de Victoriaville en cas de pandémie. Vous avez peut-être vu dans le Journal de Montréal, là, ils ont fait le tour des 125 principales villes au Québec pour demander s'il y avait un plan, il n'y avait pas de plan. Alors, moi-même, j'ai posé la question parce que je n'étais pas là lors de la dernière pandémie qui était le H1N1. La ville de Victoriaville avait, à ce moment-là, préparé un plan pour prévenir le risque de contracter un virus, également pour anticiper l'organisation du travail, pour maintenir les services essentiels, qui est notre priorité, bien sûr, qu'on pense seulement à s'assurer que vous ayez de l'eau potable et que c'est important là, de maintenir ces services-là, il y a peut-être une autre tempête de neige qui va venir au mois de mars, je ne le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Alors, on va déneiger les rues, on va être là pour vous. Les ordures ménagères vont être ramassées également. La sécurité publique, nos pompiers. Alors, tout ça doit continuer à fonctionner malgré une crise. Alors, il n'y a personne qui est en panique ici à l'Hôtel de Ville de Victoriaville, mais en même temps, on est tout à fait réaliste et on sait qu'on doit poser des gestes qui, parfois, sont difficiles, mais qui sont nécessaires pour essayer d'aplanir, si on veut, les effets négatifs de cette pandémie. Et évidemment, on doit prévoir le retour des employés qui auront été infectés. Alors, tout ça est dans le plan de continuité d'activité ou le plan d'intervention dont je parle. Et évidemment, nous avons des rencontres régulières avec le directeur général, le coordonnateur des services d'urgence. Alors, on est tous sur un pied d'alerte pour s'assurer que les services sont rendus, que nos employés sont bel et bien le plus en sécurité possible et qu'on puisse continuer à faire notre travail pour vous. L'état de la situation, on a pris des décisions. On a évidemment
décidé de fermer plusieurs de nos services. En fait, on l'a fait avant que le gouvernement nous l'oblige, mais bibliothèque, piscine, aréna, tout ça a été fermé. Alors, tous des endroits qui sont susceptibles, évidemment, d'attirer plusieurs personnes. Là, on le sait que le gouvernement du Québec a mis d'autres mesures en place et à chaque fois, la Ville de Victoriaville va se conformer. Alors, si on ne le fait pas avant, on va le faire, évidemment, dès que ça va nous être demandé. Comme je le disais, notre priorité, c'est de continuer les services, mais aussi, bien sûr, de s'assurer qu'on offre à nos employés un environnement sain et sécuritaire. C'est pour toutes ces raisons-là là, qu'on pose ces gestes. Donc, les bibliothèques sont fermées, le centre communautaire, le Colisée, le complexe Promutuel qui est à la commission scolaire, mais on a des activités de la Ville qui s'y tiennent. Donc, la commission scolaire, de toute façon, avait décidé également de le fermer. J'ai parlé des arénas, donc complexe Sanimark, c'est la même chose. Le pavillon Agrisport, la piscine, alors tout ça est fermé. Alors, il y a du nouveau. En ce qui concerne l'hôtel de ville, également les loisirs qui sont situés dans les locaux de la commission scolaire sur le boulevard Boisfranc. Alors, ce qu'on va faire, actuellement, à l'hôtel de ville, les gens peuvent s'y présenter quand bon leur semble, aux heures d'ouverture, bien sûr. Là, ce qu'on va demander, c'est de téléphoner ou encore d'envoyer des courriels pour vos demandes. Et évidemment, il y a peut-être des cas où il est nécessaire que vous rencontriez quelqu'un à l'hôtel de ville. Vous allez pouvoir le faire en prenant un rendez-vous. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est que les gens, comme d'habitude, quand tout va bien, ça nous fait plaisir d'accueillir la population, mais là, on va restreindre un peu l'accès pour des raisons de santé. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout arrêter puis qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner, que vous n'aurez plus de permis de quoi que ce soit. Vous allez pouvoir rencontrer des gens, sauf qu'il va falloir tout simplement faire l'effort de prendre un rendez-vous pour s'assurer qu'on vous attende et que vous puissiez venir faire vos rencontres. Alors ça, c'est important de le mentionner. Le garage municipal, il y a peu de gens qui ont affaire là, mais vous ne pourrez plus y aller non plus. Ce sera par téléphone, ce sera également par courriel. La même chose pour la caserne des pompiers. Le service des loisirs aussi, on vous demande d'y aller par téléphone ou encore par courriel. Nos usines, soit l'eau potable, l'usine d'épuration et aussi la Vélogare. Donc, c'est pour une durée indéterminée pour le moment, vous le savez, bien sûr. Les gens demeurent en poste ici. Tout à l'heure, je passerai la parole au directeur général qui va vous parler des mesures qui ont été prises pour nos employés. Il y a des employés qui vont être envoyés chez eux, mais en télétravail. Des employés qui seraient revenus de vacances récemment là, ont été mis en quarantaine également. Ça n'empêche pas les gens de travailler. Donc, on va vous donner les détails là-dessus. Mais c'est pour vous dire que nos services sont toujours aussi... les services sont toujours là. Au besoin, alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est de contacter les services municipaux au même numéro de téléphone habituel, le 819-758-1571. Notre courriel, c'est info@victoriaville.ca. Les médias sociaux également. Alors, on a le site Internet de la Ville de Victoriaville. On a par Twitter, on peut vous répondre. On peut vous répondre par Facebook. Je ne connais pas tous les sites, mais ça existe. Vous avez tout ça. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. On va s'assurer que vous ayez les réponses à vos questions et que les services soient rendus. Alors, comme je le disais, le directeur général peut nous donner un peu plus de détails sur les consignes qui ont été données à nos employés. Alors, François, je te passe la parole. Merci, M. le maire. Bien, comme vous l'avez dit, on a la première priorité, oui, si je peux dire ça comme ça, c'est la sécurité et la santé des employés et de la population. Et tout ça en tentant de garder une continuité des affaires, donc continuer à donner les services à la population. Alors, des consignes ont été transmises à l'ensemble de nos employés et on applique rigoureusement les mesures qui ont été proposées par la Direction de la santé publique. Donc, comme M. le maire en a légèrement parlé, la quarantaine pour les personnes qui sont de retour d'un autre pays. Évidemment, des mesures d'hygiène accrues ont été transmises aux membres du personnel municipal ainsi qu'au personnel d'entretien. Les routines d'entretien ont été modifiées afin de tenir compte du coronavirus.
Évidemment, là, on a pris une décision, c'est que toute participation au colloque et réunions à l'extérieur de la ville ont été annulées ou seront effectuées par des moyens de communication électronique, évidemment, pour diminuer les risques de propagation. Comme M. le maire l'a abordé aussi, au niveau du télétravail, des mesures qui permettent le télétravail ont été adoptées. Ainsi, les employés qui pourront le faire seront invités à le faire. Le but toujours étant de réduire les risques de propagation à l'intérieur du corps d'employés de la ville. Et on a aussi des actions qui ont été prises pour la cour municipale. M. Arcan. Effectivement. Alors, les locaux de la cour municipale, tout comme l'ensemble de l'appareil administratif, seront limités. Donc, toutefois, on demeure quand même ouvert pour les gens qui ont besoin d'avoir accès à la cour municipale pour des paiements d'infraction qui engendrait, par exemple, une suspension de permis de conduire. Donc, comme M. le maire l'a mentionné tantôt, dans ces situations-là, il s'agirait de communiquer avec le personnel de la cour municipale au 819-758-1571 et prendre un rendez-vous. On va faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires. Toutefois, si vous avez un constat d'infraction ou un paiement à faire à la cour municipale, on vous invite à le faire via Internet. On vous invite à consulter le site Internet. Toutes les façons de payer via les plateformes électroniques de certaines institutions financières sont en ligne et disponibles pour vous. Également, il y a toujours disponible ici à l'Hôtel de Ville, à l'extérieur, une boîte de dépôt. Donc, si les gens ont des paiements à faire de constat d'infraction, alors ils pourront tout simplement déposer leur constat d'infraction et leur paiement dans la boîte de dépôt privée à cet effet. C'est la même boîte de dépôt que pour ceux qui viennent payer leur taxe municipale. Alors, elle est située à l'extérieur du bâtiment, à la porte numéro 2. Alors, tout est sur le site Internet. On vous invite à limiter vos visites à la cour municipale si ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, pour ceux qui avaient des procès de fixer cette semaine, soyez avisés que tous les procès seront remis. Les séances seront tenues simplement pour ajourner les dossiers. Vous serez réavisés des nouvelles dates à cet effet-là. Merci, messieurs. Ça va pour vous? Bien, merci beaucoup pour ces informations. On va mettre à jour régulièrement les informations. Dès qu'il va y avoir des changements, vous en serez informés. Évidemment, nos employés, avec le courriel interne et tout ça, ont toutes les informations également dont on vient de vous parler, que ce soit pour les congés de maladie, tout ça, ils sont tous informés par les ressources humaines de la manière dont on doit fonctionner. Il y a aussi, ça relève pas de la ville de Victoriaville, mais je tiens à vous en informer parce qu'on se posait la question s'il y aurait une clinique de dépistage ici à Victoriaville, et il y en a une. Le CIUS MCQ l'a annoncé aujourd'hui, si je ne m'abuse. Donc, dans le stationnement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, vous allez voir des chapiteaux. C'est temporaire, là, c'est pas une bâtisse, ce sont des chapiteaux, mais là où auront lieu donc les prélèvements pour le dépistage, ou en tout cas les tests pour le dépistage du coronavirus. Alors, il ne faut pas se présenter à cet endroit-là comme ça pour demander un test. Il y a toujours la même façon de faire, ce que nous a bien dit la santé publique, c'est-à-dire d'appeler tout d'abord au 1-877-644-4545, 1-877-644-4545 pour vous informer tout d'abord, dire ce que vous pensez avoir comme symptômes, etc., etc. Puis on va vous diriger ensuite de ça et vous pourrez, à ce moment-là, le cas échéant, avoir un rendez-vous à la clinique, qui est une clinique temporaire, comme je le disais, pour le dépistage du coronavirus. En terminant, ce qu'on vous demande, c'est de respecter les recommandations du gouvernement du Québec. Je pense que tout le monde s'entend ici autour de la table, puis je crois que ça fait l'unanimité à travers le Québec sur la gestion de crise de notre premier ministre, du gouvernement en général, M. Arruda, que j'ai eu la chance de rencontrer ici, mais c'était pas mal plus léger comme sujet, même si c'est pas drôle, là, mais c'était l'herbe à poux. J'aimerais mieux qu'on continue à parler de ça, mais là, c'est autre chose. M. Arruda est quelqu'un à la santé publique de très crédible. Je pense qu'il dit les vraies choses. Il n'y a pas de faux fuyants. Alors, M. Legault, M. Arruda, la ministre de la Santé, tous les gens qui l'entourent, là, actuellement, font un travail qui est reconnu. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas exagéré non plus, parce qu'on comprend qu'il faut s'assurer que la courbe de propagation soit étendue dans le temps. On a vu ce qui est arrivé en Italie. Ça n'a pas été long, là. Il n'y avait pas beaucoup de cas en Italie non plus, parce qu'ici, on dit il n'y a pas tellement de cas, alors peut-être qu'on exagère. Peut-être que c'est trop drastique comme demande, comme exigence.
Mais c'est ce qui s'est passé là-bas. Je ne les blâme pas, je ne vis pas là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que tout le monde, à peu près, a eu a besoin des services de santé en même temps. Alors, sur le nombre, on va en avoir, nous aussi, plusieurs, mais en respectant les consignes, les règles qui ont été édictées depuis le début de cette crise-là, ici, sur notre territoire, bien, on va pouvoir faire en sorte, probablement, que les gens se retrouvent dans les services de santé, mais d'une façon plus progressive, si vous me permettez l'expression, et de ne pas engorger ainsi tout le système de santé. Alors, le premier ministre a dit c'est pour sauver des vies. Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de questions à se poser. On est en Amérique du Nord, on a tout ce qu'il nous faut, même du papier de toilette. On manque de rien, on manquera de rien, il y a de la nourriture, on est à la maison. Il y a plein d'inconvénients, par contre, qui sont reliés à ça. Je sais qu'il y a des annonces qui vont se faire aussi du côté économique pour aider les entreprises. Je pense, entre autres, que ce soit dans le milieu de la culture, que ce soit dans le milieu du tourisme. Il y a un paquet d'endroits où c'est complètement fermé pour le moment. L'économie risque de tourner au ralenti également pour un bout de temps. Il y a des gens qui vont se retrouver à l'assurance-emploi. Donc, les gouvernements ont mis en place des mesures pour aider les travailleurs, les travailleuses, les entreprises. Alors, ce n'est pas tout annoncé au moment où on se parle, mais on sait qu'il va y en avoir. De toute façon, de ne pas respecter les consignes, c'est de mettre en péril sa santé, celle des autres. Alors, on souhaite que vous le fassiez. Alors, je m'excuse, je prends un peu de temps pour ça, mais je pense que ça vaut la peine. Là, on s'est parlé par voie de communiqué. Et là, je trouvais important de vous le dire de vive voix. Pour suivre la situation en continu, en ce qui nous concerne à la ville de Victoriaville, vous pouvez toujours visiter la section spéciale qui est sur le site Internet de la ville. C'est vic.to/coronavirus. Vous pouvez appeler en tout temps le service aux citoyens également, bien sûr, toujours au même numéro, le 819-758-1571. On va répondre à vos questions. On va vous référer au bon endroit également si ce n'est pas du ressort de la ville de Victoriaville. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de temps actuellement pour éradiquer ces problèmes-là, ce virus-là, mais je pense notamment aux gens du secteur de la santé. Chapeau. J'énumérerai pas tous les gens qui y travaillent, là, mais ça va des médecins jusqu'aux préposés aux bénéficiaires, les gens qui nous accueillent à l'hôpital, au CLSC, les gens qui continuent à donner des services aux personnes plus vulnérables à domicile, etc. Tous ces gens-là sont exposés, bien sûr, parce qu'ils rencontrent plein de monde et ils vont travailler d'arrache-pied. Il y a des gens qui vont être réembauchés, qui étaient à la retraite, qui vont venir donner un coup de main. Chapeau à tous ces gens-là. Merci beaucoup d'être là pour la santé des gens. C'est fort apprécié. Alors, c'est ça. Là, on ne peut pas vous dire... C'est pas assez, ce que je dis là, mais c'est bien senti. C'est très important le travail qui est effectué actuellement. Alors, la vie continue également, bien sûr, puisqu'on a eu des permis de construction au cours du mois de février. Je vous en fais le rapport. En 2020, il y a eu, au mois de février, 41 permis de construction d'émis, comparativement à 40 l'an dernier. Le nombre de logements créés, c'est 20 comparativement à 8. La valeur déclarée est plus importante cette année, c'est 5,3 millions de dollars comparativement à 3,5 millions en 2019. Il y a 2 permis qui ont la valeur déclarée la plus élevée ce mois-ci, c'est l'agrandissement du Super C, plus de 2 millions de dollars, et une habitation multifamiliale sur la rue Marcoux pour près de 1,5 million de dollars. Le résumé pour les 2 premiers mois de l'année, le nombre de permis, c'est exactement identique à 79, c'est-à-dire à 2019, c'est 72. Le nombre de logements créés, 25 cette année comparativement à 11. Et on est un peu en deçà des valeurs déclarées de l'an dernier, soit 6,3 millions de dollars comparativement à 8,2 millions de dollars en 2019. Autre... on m'avait dit qu'on me donnerait le certificat MADA, mais c'est pas grave. C'est Charles, tu l'as-tu? Non? Non, je sais qu'on était pris dans le coronavirus, je te comprends, mais je vais en parler quand même, c'est-à-dire qu'on a eu une belle activité au Victorin
M. Paulin, d'ailleurs, notre collègue, faisait partie de l'organisation. C'est pour les municipalités amies des aînés et j'ai eu le privilège de recevoir un certificat de reconnaissance des mains de la ministre des Aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Je reçois ça évidemment pas comme André Bellavance, mais comme maire de la ville de Victoriaville, donc je vous représente tous et toutes, soulignant l'engagement de la ville envers les personnes aînées afin qu'elles puissent s'épanouir et demeurer actives dans leur communauté. Moi, je veux tout simplement féliciter l'ensemble des acteurs ayant contribué à l'obtention de ce certificat et je les encourage à poursuivre leur travail pour une communauté offrant des services adaptés pour les aînés. Plusieurs de mes collègues de la MRC d'Arthabasca étaient présents, sinon à peu près tous. La MRC elle-même a reçu un certificat. C'était tout le centre du Québec, finalement, qui était réuni ici à cette occasion. Je vous parle du bottin sport et loisirs. Vous l'avez reçu par le biais du Publisac. Le bottin sport et loisirs a été distribué au début du mois de mars. Des exemplaires en format papier sont disponibles également à l'Hôtel de Ville ou en ligne sur le site Internet de la Ville. Mais là, on ne vous demandera pas de venir les chercher, mais vous allez pouvoir vous les procurer en ligne. Et pour ce qui est des inscriptions, il faut bien comprendre que tout a changé maintenant, là, puis même les inscriptions en ligne, on s'est dit, bien, c'est pas de problème en ligne, mais le problème est le suivant. Quand auront lieu les cours? Quand est-ce que ça va commencer? Parce que là, actuellement, on ne se regroupe pas. On évite les rassemblements. Alors, lorsqu'on aura une idée un peu plus claire de la suite des choses, on va vous tenir informés. Mais pour le moment, c'est pas utile de s'inscrire. Et puis, les inscriptions ne sont pas annulées. Elles sont suspendues. Les gens qui se seraient déjà inscrits, et là, Charles, tu me corrigeras, mais ça arrive, il y en a qui l'ont fait déjà et qui désiraient être remboursés, vous pouvez en faire la demande. C'est bien ça? Sinon, votre argent va être bien placé. Vous allez pouvoir suivre le cours quand il va avoir lieu. Pour lorsque le cours aura lieu. Merci, M. Verville. Un petit rappel aussi pour les athlètes amateurs ou les gens qui connaissent des athlètes amateurs en prévision de la première édition de la Classique de golf des champions. Tournoi de golf qui permettra d'encourager financièrement plusieurs athlètes élites de la MRC de l'Arthabasca et de la MRC de l'Érable. Pour connaître les critères d'admissibilité et soumettre leur candidature, les athlètes peuvent utiliser le lien suivant, vic.to/champion au pluriel /2020. La date d'inscription est limite. La date limite d'inscription, c'est le 24 avril prochain. Il y a des bourses qui seront offertes à ces athlètes prometteurs de notre région. D'habitude, j'ai une série d'activités à venir à vous parler. Toutes ces activités-là ont été soit annulées, soit remises. Alors, vous comprendrez que moi-même, mon agenda, il s'est allégé d'une façon, puis de l'autre côté, on a quand même plusieurs réunions et téléphones à faire avec soit l'Union des municipalités du Québec, les gens ici pour gérer ce qui se passe évidemment actuellement avec le coronavirus, mais néanmoins, il y a beaucoup moins d'activités là, où on peut se retrouver ensemble. Alors, c'est dommage, mais il y en a qui sont carrément annulés, il y en a d'autres qui vont être reportés. Donc, je ne peux pas vous dire exactement là, ce que j'ai ici. J'en ai barré plusieurs. Il y en a que je ne sais pas trop encore si elles vont avoir lieu parce qu'il y a des activités au mois de mai également, donc on en parlera plus tard. Il y en a qui n'ont pas annulé rien parce que c'est encore... ça prend encore, ce sera dans quelques semaines, on va dire ça comme ça. Mais quand même, du 15 au 21 mars 2020, c'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau. Alors, tout à l'heure, on aura l'occasion d'adopter une résolution sur, justement, la Semaine de la déficience intellectuelle. Alors voilà, c'est un peu long, mais je pense que, comme je le disais, c'était important de faire le point sur ce dossier. On va procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour 2.1. Je crois aux affaires nouvelles, Maître Arcan, qu'il y a un ajout. 15.1, suspension. Parfait. Tel qu'amendé, est-ce que j'ai un proposeur, appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Michael, je te vois aussi, si tu as quelque chose. J'ai M. Fréchette et M. Paulin. Du côté des procès-verbaux, maintenant, 3.1, approbation des procès-verbaux des séances tenues les 3 et 10 février 2020 et d'un procès-verbal de correction. Madame Lambert et M. Poisson.
6.1, proclamation de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Je vais juste retrouver ma proclamation. C'est une demande d'appui formulée par le regroupement de personnes handicapées Centre du Québec en vue de proclamer la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroule depuis le 15 mars jusqu'au 21 mars 2020. Il est résolu de proclamer la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroule du 15 au 21 mars 2020 et inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, qu'elles soient jeunes, adultes ou âgées, soient incluses et respectées dans leur milieu de vie. J'ai un proposeur pour M. Gauthier et appuyé par Mme Pilon. Merci beaucoup. 5.2.1. Adoption d'une résolution décrétant la fermeture de diverses rues en vue de la tenue de l'événement La Classique des Appalaches, qui se tiendra du 2 au 5 juillet 2020. Il y a un plan qui a été soumis à l'adoption de la résolution qui décrète la fermeture de diverses rues dans le cadre de l'événement à se tenir du 2 au 5 juillet, principalement au centre-ville. Alors, il s'agit d'adopter la fermeture de ces rues-là. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 6.1. En fait, il y a plusieurs points aux ressources humaines. Le premier étant la création du poste de technicienne de programme de subvention au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Mercier et la création du poste, comme vous venez de le faire mention, M. le maire, de technicienne de programme de subvention. M. Poisson propose et M. Gauthier appuie. 6.2. Nomination d'une personne au poste de technicienne de programme de subvention au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme. Alors, le poste qu'on vient de créer, il s'agit maintenant de procéder à la nomination de Mme Suzanne Bérubé au poste de technicienne programme de subvention au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme, et ce, suite à l'abolition du poste de technicien en bâtiment durable. Alors, proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 6.3. Abolition du poste de technicienne en bâtiment durable au sein du service de l'environnement. Voilà. Alors, il s'agit en fait, le poste qu'on vient de créer remplace le poste de technicien en bâtiment durable. Proposé M. Poisson et Mme Pilon. 6.4. Modification à être apportée au titre et à la description des tâches du poste agente de développement du patrimoine pour celui de conseillère en architecture et patrimoine. Voilà, selon le rapport de M. Jean Mercier, il s'agit d'approuver les modifications et le nouveau titre de ce poste agente de développement du patrimoine. Proposé Mme Lambert et M. Fréchette. 6.5. Création du poste d'inspectrice senior au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme. Toujours un rapport de M. Mercier. Il s'agit de procéder à la création du poste d'inspecteur senior au sein du service de la gestion du territoire, et ce, à compter du 10 février 2020. La description de tâches et l'évaluation du poste étant jointe à la résolution. Et il s'agit des conditions de travail. Les conditions salariales sont conformes à la convention collective du syndicat des fonctionnaires municipaux de la ville de Victoriaville. En fait, c'est proposé par M. Fréchette et appuyé par Mme Pilon. 6.6. Création du poste cadre de conseiller-conseillère en urbanisme au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Mercier de créer le poste conseiller en urbanisme. La description de tâches et l'évaluation du poste font partie intégrante de la résolution. Les conditions salariales étant conformes aux dispositions contenues au protocole de relations de travail du personnel cadre, présentement en vigueur. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 6.7. Embauche d'une personne au poste cadre de conseiller en urbanisme
au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme. Alors, suite au processus de sélection, M. Mercier recommande de procéder à l'embauche de M. Vincent Poirier au poste cadre de conseiller en urbanisme pour une période de probation de 6 mois à compter du 6 avril 2020. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 6.8. Modification à être apportée au titre et à la description des tâches du poste de coordonnateur/coordonnatrice urbanisme pour celui de chef de division au sein du service de la gestion du territoire, division de l'urbanisme. Alors, cette modification-là fait également suite aux modifications précédentes quant aux différentes tâches et postes au sein du service de l'urbanisme. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Mercier et la nouvelle description de tâches et le nouveau titre apporté à ce poste. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 6.9. 6.9. Modification à être apportée à l'organigramme fonctionnel de la Ville de Victoriaville. Alors, avec l'ensemble des modifications qu'on vient d'apporter, il y a lieu d'adopter un nouvel organigramme pour représenter maintenant la nouvelle situation. Alors, l'organigramme est déposé au soutien de la résolution. Parfait. J'ai un proposeur, M. Provencher, appuyé par M. Poisson. 6.10. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de pompier à temps partiel au sein du service de la sécurité publique, division des incendies. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Alexandre Bilodeau au poste de pompier à temps partiel, et ce, à compter du 16 mars 2020. Proposeur, M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 6.11. Nomination d'un pompier au poste cadre de capitaine aux opérations au sein du service de la sécurité publique, division des incendies. Dans ce cas-ci, il s'agit de procéder à la nomination de M. Yann Fournier au poste de capitaine aux opérations. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Fréchette. 6.12. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des pompiers de la Ville de Victoriaville, CSN. Alors, il y a 3 lettres d'entente. La première étant relative aux horaires de travail concernant les pompiers permanents à temps partiel de garde pour les quarts de soir et de nuit. Une lettre d'entente pour la correction au niveau des vacances et jours fériés, ainsi que la 3e lettre d'entente qui vient à prévoir un ajout d'une période d'essai de 28 jours. Alors, il s'agit d'entériner l'ensemble de ces lettres d'entente-là. Mme Pilon et M. Gauthier. 6.13. Adoption des taux de salaire à être accordés aux étudiants embauchés à compter du 17 mars 2020. Alors, comme on le fait à chaque printemps en vue de la prochaine saison, il s'agit de procéder à l'adoption des taux de salaire pour les postes étudiants. Alors, à l'embauche pour l'ensemble des postes cette année, le taux sera de 13,75 de l'heure. Monsieur Poisson et M. Paulin. 6.14. Embauche d'une personne au poste d'adjointe administrative au sein du service juridique. Ensuite, un processus de sélection et suite au rapport de Mme Véronique Vachon, il y a lieu de procéder à l'embauche sur une base permanente de Mme Ève Gramont au poste d'adjointe administrative au sein du service juridique, et ce à compter du 16 mars 2020. Il s'agit d'un remplacement suite à un départ à la retraite. Proposé, M. Fréchette, Mme Lambert. 6.15. Embauche d'une personne au poste d'animatrice bibliothèque au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Alors, Mme Véronique Vachon, conseillère à la ressources humaines, recommande l'embauche sur une base permanente de Mme Charline Boivin, et ce à compter du 9 mars 2020. En fait, rétroactivement au 9 mars 2020. Parfait. C'est proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Pilon. 6.16. Embauche d'une personne au poste de technicien en informatique au sein du service du génie, division de l'informatique. Alors, il y a lieu d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à l'embauche sur une base permanente de M. Jean-François Mérette
au poste de technicien en informatique à compter du 16 mars 2020. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Gauthier. 6.17, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 03 20 10013. M. Poisson et M. Gauthier. Voilà pour les ressources humaines. Je prends une petite pause pour, vu que c'est une première ici, de faire la séance à huis clos. Je n'ai pas mentionné aux gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'on l'a envoyé par communiqué, mais la façon de procéder pour pouvoir nous poser des questions. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient nous envoyer des questions via notre site web. Alors, Charles, je te demanderais peut-être, je n'ai pas pris de notes ici, mais de nous dire par quel biais là, on peut nous rejoindre pour pouvoir poser une question. Si quelqu'un en a une en tête en ce moment et veut la rédiger, pourra nous l'envoyer. Enfin, en fait, c'est à partir du site Internet de la Ville de Victoriaville, donc le victoriaville.ca, où dans l'onglet, dans l'alerte dans l'entête, il y a possibilité d'accéder au lien qui permet de soumettre une question. Donc, c'est un formulaire électronique qui est disponible pour permettre aux gens de nous envoyer leurs questions. Merci, Charles. On poursuit. 7.1.1. Demande de subvention dans le cadre du projet de mise à niveau des bandes et des baies vitrées au Colisée des Jardins. Alors, c'est nous qui demandons une subvention au gouvernement du Québec, subvention qui serait disponible pour pouvoir respecter les demandes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà. Alors, il s'agit d'autoriser M. Jean-François Béliveau à déposer cette demande de subvention-là afin de maintenant respecter les nouvelles exigences de la Ligue canadienne de hockey. Alors, j'ai Mme Lambert et M. Fréchette. 7.1.2, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Catherine Ouellette et d'autoriser les modifications qui sont énumérées à son rapport relativement à l'affectation de l'excédent de fonctionnement de la municipalité, alors, tel que détaillé au tableau joint à la résolution. Proposeur, M. Côté, et appuyé par M. Poisson. 7.1.3, adoption d'une résolution autorisant des dépenses supplémentaires prévues au règlement d'emprunt numéro 950-2011, règlement parapluie. Oui, on va parler ici d'un montant de 50 000 qui seront affectés aux travaux du parc Gingras. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 7.1.4, dépôt du rapport annuel 2019 portant sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. C'est une des nouvelles obligations que nous avons suite à l'adoption du projet de loi 122. Alors, il s'agit de déposer à la date anniversaire du nouveau règlement sur la gestion contractuelle un rapport annuel qui vient relater de façon sommaire ce qui a été fait en courant d'année. Alors, c'est pour un dépôt pour information. Parfait, merci. 7.1.5, un autre dépôt, cette fois du rapport de la trésorière concernant ses activités au cours de l'année 2019, conformément aux dispositions de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, c'est également pour dépôt, suite à cette obligation légale-là que Mme Ouellette a. Alors, son rapport est joint à la résolution pour information. Un dépôt, oui. Un autre à 7.1.6, dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien des conseillers autorisés en 2019, conformément aux dispositions de l'article 31.5.5 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Alors, il s'agit effectivement d'un dépôt annuel que l'on effectue en vertu du règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers autorisé en 2019. Alors, le rapport de Mme Ouellette est joint à la présente résolution pour information. C'est un dépôt... Également. Oui, excellent. 7.1.7, liste des comptes pour le mois de février 2020, totalisant 10 157 812 $ et 41 sous. J'ai besoin d'un
proposeurs. J'ai M. Poisson, appuyé par M. Provencher. Michael, avais-tu levé la main? Tu as bougé la main. 7.2.1. Adoption d'une résolution en vertu du règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Alors, étant donné que la Ville a à son service exclusif l'évaluateur agréé, M. Christian Isabelle, il y a lieu de déclarer aux fins du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec que la municipalité se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de cet évaluateur agréé dans l'exercice de ses fonctions, ce qui vient substituer en fait le règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 8.1.1. Dépôt de divers certificats d'enregistrement de l'assistante greffière. Oui, alors on parle de 4 règlements d'emprunt. Il s'agit des règlements 1325-2020 qui décrétaient l'emprunt d'une somme de 1 800 000. Le règlement 1326-2020 décrétant l'emprunt d'une somme de 5 500 000 $. Le règlement 1327-2020 qui, lui, décrète un emprunt d'une somme de 4 200 $. Et finalement, le règlement d'emprunt numéro 1338-2020, décrétant un emprunt qui, lui, me vient modifier le règlement 1327-2020, concernant le règlement d'emprunt pour une somme de 3 980 900 $. Alors, il n'y a eu aucune signature pendant cette journée d'enregistrement. Alors, les certificats établissent que les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. C'est également seulement pour dépôt, M. le maire. Parfait. 8.4.1. Désignation d'un responsable concernant l'émission des constats d'infraction. Alors, il s'agit de procéder à la désignation de Maître Rosanne Roy à titre de personne autorisée à émettre les constats d'infraction en vertu de la réglementation municipale ou toute autre loi pouvant être appliquée par la Ville de Victoriaville. Proposé, M. Fréchette et M. Provencher. 9.1.1. Adoption de l'avenant au bail intervenu entre la Société québécoise des infrastructures, la SQI, et la Ville de Victoriaville concernant la prolongation du dit bail. Alors, en fait, ce bail-là est en lien avec l'utilisation que le Cégère fait de notre garage municipal. Alors, l'avenant vient tout simplement faire coïncider la fin du bail avec la date de fin de l'entente que nous avons avec le Cégère. Alors, c'est pour amener le bail de location jusqu'au 10 juillet 2024. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Côté. 9.3.1. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'aménagement du parc Gingras. 2 soumissionnaires. Il s'agit de Construction Lavallée pour 189 996 $ et Marc-André Paysagiste pour 182 314,36 $. La plus basse soumission étant conforme, M. Simon Magnan, architecte paysagiste de la firme Option Aménagement, recommande que le contrat soit accordé à Marc-André Paysagiste au prix soumis. J'ai Mme Lambert qui propose et Mme Pilon qui appuie. 9.4.1. Soumission reçue en vue de l'acquisition de pièces d'aqueduc, d'égouts et de bornes fontaines pour l'année 2020. Oui, alors, il y a plusieurs lots. Alors, la soumission de J.E. Hull pour le lot numéro 1, 92 100,40 $. Pour le lot numéro 2, 199 524,84 $. Et pour le lot numéro 3, ils n'ont pas soumis de prix. Alors, la soumission de Réal Huot a été rejetée car elle était non conforme. La soumission de MCO Corporation pour le lot 1, 102 280,23 $. Le lot 2, 196 505. Le lot 3, 20 168,10 $. La soumission de Saint-Germain Égouts et Aqueduc pour le lot numéro 1, 97 115,64 $.
Le lot numéro 2, 183 540. Il n'y a pas eu de prix pour le lot numéro 3. La soumission de Wolseley Canada était non conforme. La soumission de Stellem Canada, alors il n'y a pas eu de prix soumis pour les lots numéro 1 et 2. Pour le lot numéro 3, un prix de 16 093,50. Et finalement, la soumission de HydraSpect n'ont pas soumis de prix pour les lots 1 et 2. Quant au lot numéro 3, ils ont soumis un prix ils ont déposé une soumission au prix de 14 232,42. Alors, en ce qui concerne le lot numéro 1, le plus bas soumissionnaire étant conforme, il y a lieu d'octroyer le contrat à J.U. Hull au prix de 92 100,40 $. Pour le lot numéro 2, le plus bas soumissionnaire étant conforme, il y a lieu d'octroyer le contrat à Saint-Germain Égouts et Aqueduc pour le prix soumis de 183 540 $. Et finalement, pour le lot numéro 3, le plus bas soumissionnaire étant conforme, il est recommandé d'octroyer le contrat à HydraSpect au prix de 14 232,42 $. Proposé, M. Côté, appuyé par M. Poisson. 10.5.1. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'entretien ménager de la piscine Édouard-Dubord. On parle pour une période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Alors, les services d'entretien ménager du Québec, 99 182,53. Maintenance Eureka, 76 050. Et maintenance Trans-Québec, 68 250. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Jean-François Béliveau recommande d'octroyer le contrat à Maintenance Trans-Québec. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Morin. 10.5.2. Protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et les Tigres de Victoriaville, 1991 incorporé, concernant l'usage du Colisée des Jardins. Oui, il s'agit d'un protocole d'entente se terminant le 31 mai 2023. Le protocole actuel vient remplacer le protocole existant entre les deux parties et qui était échu depuis le 30 septembre 2018. Alors, ça va me prendre un proposeur. J'ai M. Fréchette, appuyé par Mme Pilon. 10.6.1. Recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Alors, 3 organismes pour ce mois-ci. Il s'agit de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région pour le rendez-vous gourmand, le Festival de la paix et finalement la Fondation de l'Ermitage. Proposé, Mme Pilon, appuyé par M. Paulin. 10.6.2. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Répit Jeunesse concernant la surveillance des aires de feu au Parc Terre des Jeunes et la présence d'un travailleur de rue au centre-ville et sur différents sites sur le territoire. Voilà, il s'agit du renouvellement annuel de cette entente qui existe entre l'organisme et la municipalité. Alors, il s'agit d'autoriser la signature du contrat pour une somme n'excédant pas 11 000 $ afin de permettre à Répit Jeunesse d'assumer les coûts de surveillance et d'administration du projet selon les conditions définies dans l'entente jointe à la résolution. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Fréchette. 11.3.1. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Ville de Princeville relative à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie. Vous avez peut-être pu voir dans les médias, puisqu'il y a eu un point de presse récemment, quand on pouvait encore faire des rassemblements, qui se tenait à la caserne de Victoriaville, où la Ville de Princeville et la Ville de Victoriaville ont décidé d'unir leurs ressources. Chaque poste de pompier, chaque corps de pompiers demeure indépendant, mais nous avions déjà une étroite collaboration avec la Ville de Princeville pour la sécurité incendie. Et là, on va, si on veut, encore renforcer cette collaboration-là pour intervenir de façon beaucoup plus efficace en coordination, si on veut, entre les deux services. Alors, c'est une excellente nouvelle. Je sais que la Ville de Princeville tenait une séance de conseil avant la nôtre et que
l'entente a été adoptée à Princeville. Alors, à notre tour de le faire. Autre chose à ajouter, Maître Arcan? Préciser qu'il s'agit d'une entente, sans parler nécessairement d'un projet pilote, mais d'une entente limitée à 1 an à réévaluer suite à cette expérience. Excellent. Alors, j'ai proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Provencher. 12.1.1, adoption d'une résolution autorisant l'exécution de la phase 2 de l'offre de services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation d'une étude hydraulique et d'un plan directeur pour divers secteurs de la municipalité. C'est le collecteur de Bigarré. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de Mme Karine Guérard et conformément aux dispositions de la résolution 456-08-19 qui a été adoptée à la séance ordinaire du 12 août 2019. Il s'agit d'autoriser la firme LaSalle NHC pour l'exécution de la phase 2 de l'offre de services professionnels d'ingénierie pour un montant de 68 000 M. Poisson propose et M. Gauthier appuie. 12.2.1. Adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 50 à 74 rue Saint-Cyr. Projet qui vise à permettre la construction de la troisième phase d'une habitation multifamiliale qui portera à 43 le nombre de logements dans l'immeuble situé au numéro 50 à 74 rue Saint-Cyr. Madame Pilon, M. Poisson. 12.2.2. Adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 40 rue Saint-Philippe. Projet qui vise à permettre sur l'immeuble du 40 Saint-Philippe l'aménagement d'une allée d'accès sur une partie d'un terrain situé dans la zone d'habitation H030 pour desservir une partie de terrain située dans la zone d'habitation H029. Il y a une particularité dans ce dossier-là, M. le maire, si vous me permettez. On a reçu le nombre de signatures requises demandant à la municipalité de procéder à une journée d'enregistrement qui aura lieu dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors, dû à la situation que nous vivons actuellement avec la situation du COVID-19, on n'est pas en mesure d'annoncer la journée où aura lieu cette journée d'enregistrement-là, mais elle aura lieu. Alors, on va informer les gens. Les avis publics seront naturellement diffusés normalement sur le site Internet de la municipalité et on verra également aviser directement les gens qui ont signé la pétition en question pour qu'ils soient informés de la tenue de la journée d'enregistrement. Parfait. Merci pour ces précisions. C'est M. Côté qui propose, appuyé par M. Fréchette. 12.3.1, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 605 à 625 rue Notre-Dame-Est. Formulé par la commission scolaire des Bois-Francs. Alors, dans ce cas-ci, le CCU recommande au conseil municipal d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Monsieur le maire, je désire dénoncer un conflit d'intérêt potentiel, puisque je suis employé de la commission scolaire. Comme ça, j'aimerais que ce soit noté au procès verbal, s'il vous plaît. Ce sera fait. Merci, M. Provencher. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. J'ai Mme Lambert, appuyé par Mme Pilon. 12.4.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Alors, projet de construction Jacques 1977 pour le 650 Jutra-Est, la compagnie 34 153 84 Canada Inc. pour le 630 Pierre-Roux-Est, projet de M. Yves Poisson pour le 358 rue Notre-Dame-Ouest, la Ville de Victoriaville pour l'immeuble de la bibliothèque Alcide Fleury, M. Sotirios Papadimitriou pour le 6 à 14 rue Carignan, gestion JF Bibot pour l'immeuble du 18 rue de la Manufacture, ainsi que le 12, le 24 et le 30 de la Manufacture, et finalement le projet de M. Danny Desrochers pour l'immeuble du 40 rue Garand.
Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 12.9.1. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue des Érables. Oui, on parle d'une interdiction de stationnement sur une partie de la rue des Érables ainsi que sur le lot 2 742 523 du cadastre du Québec du côté est, entre les rues Notre-Dame-Ouest et des Érables. Proposé. M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 12.9.2. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie des rues Antoinette et Éon. En ce qui concerne la rue Antoinette, on parle du côté pair entre les rues Gamache et Poitras, le mercredi entre 5h et 17h du 1er décembre au 1er avril. En ce qui concerne l'interdiction de stationnement sur la rue Éon, il s'agit du côté impair entre les rues Gamache et Poitras, également le mercredi entre 5h et 17h du 1er décembre au 1er avril. Je vais faire proposition, M. le maire. M. Poisson, appuyé par M. Côté. 13.1.1. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseil en vue de la réalisation d'un plan de diminution des charges et débits. Oui, alors il y a eu plusieurs soumissionnaires. Il y avait 2 options. Les soumissionnaires, tant pour l'option 1 que pour l'option 2, sont les mêmes. Alors, il s'agit de DEOM Associés Experts Conseil, les services EXP, GBI Experts Conseil, Rousseau-Lefebvre, Pluritech et WSP Canada Inc. Alors, il s'agit de services professionnels. Ensuite, à l'analyse des différentes soumissions, le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage le plus élevé, soit 5.2. Il s'agit de la compagnie WSP Canada pour un prix total, alors l'option 1 et l'option 2, au montant taxes non incluses de 205 075 $. Pour l'option 2. J'ai dit l'option 1 et 2, mais c'est pour l'option 2. Voilà. Alors, la compagnie WSP. M. Provencher. M. Fréchette. 13.2.1. Adoption de l'avenant numéro 2 à l'entente industrielle intervenue entre la Ville de Victoriaville et la compagnie Sanimark Incorporée, modifiant les caractéristiques des rejets d'eau usée de l'entreprise. C'est des avenants pour ajuster les rejets que l'entreprise déverse dans le réseau de la municipalité. Alors, on parle des modifications tant au niveau des charges hydrauliques qu'organiques. Alors, j'ai M. Poisson qui propose et M. Côté qui appuie. 13.2.2. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de mise à niveau du poste de pompage Arthabasca et de mise en place d'un groupe électrogène au poste de pompage Valère. Alors, la soumission de groupe Québécois, 473 109 et 70. Turcotte 1989, 447 920. Cité Construction TM, 447 126 et 67. Déric Construction, 438 692 et 60. Normec Construction, 429 962. Et finalement, Filtrom Incorporé, 419 900 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Mme Maude Pailleur, ingénieure de la firme Pluritech, recommande d'accepter la soumission de Filtrom au prix de 419 900 $, taxes non incluses. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme... vous buvez la même, Mme Lambert? Oui. OK, parfait. Excusez-moi. Je vais lever et leur baisser. 13.2.3. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de mise à niveau du poste de pompage de la Joie. Alors, Cité Construction TM,
287 530 et 62. Turcotte 1989, 281 629 et 45. Normec Construction, 268 931. Et Déric Construction Incorporé, 244 590 et 41. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Jocelyn Michaud, ingénieur chez EXP, recommande que le contrat soit accordé à Déric Construction. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 13.3.1. Adoption du plan d'agriculture urbaine dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire un petit résumé. Il s'agit d'approuver le rapport de Serge Cyr et d'adopter le plan d'agriculture urbaine tel que soumis et de faciliter autant que possible la réalisation des actions qui y sont inscrites. En fait, je vais juste dire aux gens de suivre l'actualité. On devait tenir un point de presse aujourd'hui même pour donner tous les détails de ce nouveau programme d'agriculture urbaine. Le problème étant qu'avec la situation, on a estimé qu'il était peut-être préférable de retarder un petit peu la tenue de ce point de presse-là, mais on va le faire quand même. Ce qu'on va envisager de faire, c'est peut-être, des fois, on est plusieurs personnes, et parce que c'est une bonne nouvelle, on veut l'annoncer, on va en parler, mais on va peut-être restreindre le nombre de personnes avec les journalistes pour tenir nos points de presse pour les prochaines semaines. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder. Mais restez à l'écoute. Vous allez avoir des détails sur notre plan d'agriculture urbaine sous peu. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour l'adopter, qui est M. Côté qui le propose et M. Paulin qui l'appuie. 13.3.2, adoption d'une résolution autorisant la contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Alors, il s'agit d'autoriser Serge Cyr à approuver le rapport de Serge Cyr et la contribution au programme Fonds des municipalités pour la biodiversité. Alors, selon l'entente, la Ville participera à concurrence de 1 $ par ménage, soit l'équivalent de 22 446 $ par année pour les 3 prochaines années. Et l'investissement serait bonifié par la Société la Société pour la nature et les parcs du Canada pour le Québec, selon les fonds amassés durant les prochaines années. Par exemple, en 2018-2019, ils avaient contribué pour un montant de 7 000 $, soit près de 30 % de bonification. Excellent. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 13.3.3, demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, volets 1 et 2. Alors, on parle d'aide financière qui pourrait aller jusqu'à des maximums pour le volet 1 de 20 000 $ par projet admissible et de 1 million par projet admissible pour le volet 2. Dans ce cas-ci, M. Cyr désire déposer une demande d'aide financière pour ce programme afin de restaurer le littoral et les rives dégradées de la rivière Nicolette, longeant le parc Terre des Jeunes, en plus de créer un milieu humide avec de nouvelles fonctions permettant de mieux gérer les sédiments. Proposeur, M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 14.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec et dépôt du projet de règlement numéro 1341-2020. Programme d'aide financière qui s'inscrit dans le cadre du projet d'agrandissement des habitations VIC phase 2. Il s'agit d'un crédit de taxe foncière. Merci beaucoup. 14.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement numéro 224-1996 concernant les commerces de prêts sur gage ou d'articles d'occasion et dépôt du projet de règlement numéro 1342-2020.
Il s'agit de modifier, voire d'actualiser le vieux règlement datant de 1993 concernant les prêteurs sur gage. Alors, c'est un dépôt d'un nouveau projet de règlement. C'est en lien avec une demande provenant de la Sûreté du Québec, Monsieur le maire. Parfait. Merci, Mme Pilon. 14.1.3, avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue Patrick et dépôt du projet de règlement numéro 1343-2020. Voilà. Je vais donner... Oui, Ça va. je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 14.1.4. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement numéro 1344-2020. Voilà, projet de règlement qui vise à intégrer l'ensemble des dispositions relatives à la circulation des camions et des véhicules outils. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Gauthier. 14.1.5, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1291-2019 établissant le programme de subvention en vue de la rénovation. Excusez-moi. Établissant le programme de subvention en vue de la rénovation résidentielle Réno-Cartier et dépôt du projet de règlement numéro 1345-2020. Ah oui. Un chat. Il s'agit du renouvellement du programme de subvention Réno-Cartier avec certains ajustements suite à ce qu'on a connu en 2019. Alors, il s'agit d'apporter certaines précisions. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Paulin. Je suis rendu à 14.1.6. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1346-2020. Avis de motion et projet de règlement qui vise à modifier l'annexe B par l'intégration de la liste des propriétés situées aux 3 Curé-Suzard, 6 rue Martin, 48 rue Saint-Henri et 50 rue Saint-Henri. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Provencher. 14.1.7. Adoption du projet de règlement numéro 1346-2020, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019. Voilà, ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné le mois dernier. Dans ce cas-ci, c'est un projet de règlement qui est soumis à une assemblée de consultation publique qui, pour l'instant, devra se tenir le lundi 30 mars à 17h, ici même dans la salle du Conseil. Alors, il y aurait lieu de désigner un des membres du CCU pour présider cette assemblée de consultation-là. Je pense que Mme Pilon avait signifié sa disponibilité. Parfait. On peut procéder à l'adoption. Absolument. M. Côté propose et M. Gauthier appuie. 14.1.8, adoption du second projet de règlement numéro 1334-1-2020, modifiant le plan et diverses dispositions du règlement de zonage numéro 1261-2019. Voilà, il s'agit du second projet de règlement. Alors, il s'agit de le modifier. Toutefois, là, il y avait eu une coquille qui s'était glissée par rapport au projet de règlement. Alors, il s'agit de procéder à l'ajout de l'article 28B qui concerne la hauteur en étage maximale dans la zone d'habitation H151, passant de 1 à 2. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. Est-ce que je suis rendu à 14.1.9? Oui. Merci. 14.1.9, adoption du règlement numéro 1335-2020,
modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 1266-2019. Voilà. Ces modifications-là visent à permettre que les dispositions applicables à la protection des rives, des littoraux et des plaines inondables puissent faire l'objet de dérogations mineures, ainsi que de préciser les modalités de la tarification. M. Côté, M. Poisson. 14.1.10, adoption du règlement numéro 1336-2020, modifiant le règlement de construction numéro 1263-2019. Il s'agit d'adopter le règlement suite à l'avis de motion qui a été donné le mois dernier. M. Fréchette et Mme Lambert. Merci. 14.1.11, adoption du règlement numéro 1337-2020, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019. Qui vise entre autres des précisions concernant les dispositions relatives à la démolition d'un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal ayant une valeur patrimoniale et d'inclure à l'annexe B la liste des propriétés patrimoniales des immeubles dont on a fait état un petit peu plus tôt, c'est-à-dire le 35 Curé-Suzor, le 395 rue Giroir, le 30 Saint-Philippe, ainsi que le 135 rue Gamache. Proposeur, M. Poisson, appuyé par Mme Lambert. 14.1.12, adoption d'une résolution concernant le projet de règlement numéro 1339-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Je ne sais pas si M. le maire voulait en parler un petit peu plus particulièrement. Là, ça fait suite à l'avis de motion du premier projet de règlement de zonage qui a été donné à la séance ordinaire du 3 février, faisant suite également à l'Assemblée de consultation du 24 février 2020. Dans ce cas-ci, vu les enjeux soulevés lors de cette consultation, il y aurait lieu de retirer et de ne pas donner suite au projet de règlement numéro 1339-2020, modifiant le règlement de zonage 1261-2019, de manière à agrandir la zone d'habitation H164 à même la zone d'habitation H163. Donc, pour donner plus de précision, quand vous parlez de cette zone, c'est l'école Zigzag qui avait fait une demande qui avait été recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Le conseil municipal a fait suivre le projet ici en première lecture, si on peut le dire ainsi. Pour ensuite, la suite des choses, la consultation publique a démontré qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale dans le secteur pour ce projet-là. Nous, ce que nous recommandons, c'est, on le fait souvent d'ailleurs, les promoteurs de telles demandes rencontrent les citoyens et les citoyennes de leur quartier et leur expliquent en long et en large quel est leur projet, répondent à leurs questions, discutent avec les gens. Ici, lors de la consultation publique, c'est une dame là, qui est promoteur, qui était présente, mais elle n'est pas obligée non plus, n'a pas expliqué quelle était la nature exacte de son projet d'agrandissement. Mais il y a certainement suffisamment de gens pour s'opposer à ce projet-là pour que le conseil municipal décide de recommander plutôt que la promoteur rencontre les gens du secteur et explique son projet avant que nous allions de l'avant dans ce projet-là. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un projet qui va se poursuivre. Monsieur le maire, je dois déclarer mon intérêt potentiel. Ma propriété étant connexe à la propriété qui fait l'objet de la demande de zonage. Parfait. Ça va, c'est noté. Donc, pour l'adoption de cette résolution, je prendrai un proposeur qui est Mme Lambert, appuyé par Mme Pilon. 14.2.1, renouvellement du mandat d'un représentant municipal au sein de l'organisme Roulibus Incorporé. Monsieur Gauthier? Oui, pardon. Vous voulez faire quoi? OK. Vous voulez vous présenter? Non, parce que M. Côté m'a demandé s'il n'y a pas deux représentants dans le Juste un, effectivement. Je répondais à M. Côté. C'est parfait. Maître Arcan? Oui, M. Gauthier aurait pu proposer, par exemple. Oui. OK. Maître Arcan, vous aviez quelque chose à ajouter? Ben non, mais c'est de préciser qu'il s'agit du renouvellement de mandat de M. Paulin. Ah, d'accord. Est-ce que j'ai un proposeur pour M. Paulin? J'ai M. Gauthier. Je l'ai appuyé. Appuyé par Mme Lambert. Tantôt. Vous demandez le vote, M. le maire.
Non, personne n'a demandé le vote. 14.2.2, renouvellement du mandat d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'organisme Carrefour Action municipale et famille. Alors, il s'agit également de renouveler le mandat de M. Paulin. On fait la proposition, M. Moulin. Parfait. Je vais appuyer à nouveau. Merci beaucoup. Alors, félicitations, M. Paulin. Merci. J'essaierai de représenter au mieux la ville sur ces deux comités. J'en suis absolument convaincu. Vous avez maintenant, nous avons aux affaires nouvelles à 15.1, la suspension d'un employé municipal. Je prendrai un proposeur, M. Poisson, appuyé par M. Paulin. Intervention des membres du conseil municipal à 16.1. Est-ce que quelqu'un parmi vous a quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on a dit? Ça va? Merci beaucoup. Alors là, on va procéder à la période de questions. Alors, je vois que les journalistes ont l'air d'anticiper ça, voir comment ça va se passer. En fait, c'est une première. Ici, on tient la séance à huis clos et on ne souhaite pas que ça se reproduise très souvent, mais si ça arrive encore, on va quand même permettre à la population de pouvoir nous poser des questions par l'entremise de notre site Internet, comme Charles l'a expliqué tout à l'heure. Et c'est Charles qui va poser les questions que vous avez transmises. Puisqu'il s'agit d'une première, puisqu'il pourrait y arriver que ça aille un peu vite, je suis en train de parler, on a terminé les questions, on n'en a pas d'autres, vous êtes en train d'essayer de l'envoyer, puis ça n'arrive pas, inquiétez-vous pas. Même si on met fin à la séance, nous allons répondre à votre question. Ce ne sera peut-être pas en direct comme ça, mais on va répondre à vos questions. Mais je sais qu'on a déjà reçu des questions et je vais laisser Charles nous les transmettre. Merci beaucoup, M. le maire. En fait, la première question provient de Mme Louise Duquette et de M. Pierre Bastien. Je vous la lis. Monsieur le maire, membre du conseil, en lien avec la demande de changement de zonage de l'Académie Zigzag, les résidents du quartier aimeraient connaître votre décision. On aimerait connaître les motifs de votre décision et savoir si la Ville envisage des solutions aux problèmes de circulation, de stationnement et de sécurité de nos rues. On demeure très préoccupé des impacts que les projets d'agrandissement de l'Académie peuvent avoir sur notre quartier. Merci de votre attention. Merci pour cette question. En fait, j'y ai déjà répondu tout à l'heure quand on a procédé à l'adoption il y a quelques instants pour parler de ce projet. Donc, le projet n'ira pas de l'avant. En ce qui concerne la circulation, et M. Côté pourra peut-être renchérir là-dessus, je sais que le comité des transports s'est déjà penché sur ce dossier. Un des arguments que j'avançais, puis qui avait été avancé aussi par le CCU quand on acceptait le projet, c'était de dire que dans le projet, il y avait un stationnement qui était inclus. Et pour nous, stationnement et débarcadère pouvaient aider à, peut-être pas régler tous les problèmes de circulation dans ce secteur-là, mais donner un coup de main. Mais il y a d'autres projets qui sont envisagés, je pense. Il y a une étude à ce sujet-là dans la rue Poisson, dans le secteur, en tout cas, par le comité des transports. M. Côté, si vous voulez donner un peu plus de détails. Effectivement, on s'est rencontrés jeudi passé, le 12. Il va y avoir une recommandation, en fait, plusieurs recommandations, dont une zone de débarcadère qui va être présentée au conseil municipal. Et puis aussi un stationnement vignette résident qui a été proposé, qui va être soumis aux membres du conseil pour une décision finale. Parfait. Alors voilà. M. Verville, autre question? Question cette fois-ci de M. Louis Chabot. Concernant le projet de règlement 1339-2020, modifiant le règlement de zonage 1261-2019, advenant le refus du conseil municipal d'adopter ce dit règlement, est-ce que l'école Zigzag peut acheter le bâtiment du 22 rue Poisson et le démolir pour en faire un stationnement? Le démolir, non. L'acheter, oui, mais le démolir, non, puisque ça demanderait un changement de zonage. Alors, ça ne peut pas se faire sans l'accord du conseil municipal. Oui, allez-y, M. Arcan. C'est l'usage de stationnement. La question qui est plus précise, c'est que non, il ne pourrait pas avoir d'usage de stationnement suite à la démolition du bâtiment. Parce que, étant donné que ce terrain-là n'est pas situé dans la même zone que l'école, alors on ne peut pas avoir un usage principal de stationnement qui n'est pas rattaché. Donc, il faut que ce soit un usage accessoire, mais il faut que ce soit dans la même zone. Donc, il ne pourrait pas faire un stationnement. Il pourrait l'acquérir, le démolir, mais pas faire de stationnement avec ça. En même temps, il faut que le conseil municipal accepte qu'il y ait une démolition. Absolument. En cas d'acquisition, ça ne se fait pas automatiquement. Ça répond?
Bien, ça répond, excusez. Désolé. Ça répond Charles, mais... Et n'oubliez pas, si vous avez des précisions que vous voulez demander justement sur ces sujets-là, parce que là, je ne peux pas interagir avec vous si ça répond à votre question ou non, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, qu'on puisse y répondre également. Question de M. Louis Chabot, à nouveau. Quel est le processus complet à partir du moment où un citoyen ou une entreprise demande un changement de zonage jusqu'à l'adoption de ce changement par le conseil municipal? Et pourquoi les citoyens directement concernés ne sont pas avisés par écrit et consultés avant l'adoption de ce projet de règlement pour plus de transparence? On ne peut pas aviser et consulter les citoyens tant que le projet n'a pas franchi certaines étapes. Alors, il y a l'étape du CCU. Alors, des gens qui ont des projets de changement de zonage doivent passer par le comité consultatif d'urbanisme, qui est constitué non seulement d'élus, mais également de citoyens et citoyennes. Alors, et évidemment, des membres du personnel de la ville, de l'urbanisme, de la gestion du territoire sont là également pour consulter les gens au CCU. Donc, il y a certaines étapes à suivre. Et il arrive que le CCU n'en fasse pas la recommandation de ces projets-là et que le conseil municipal n'aille pas plus avant. Donc, on ne va pas informer les citoyens d'un projet qui n'existera pas dans les faits. C'est après que le processus entre en branle. Et moi, ça fait 4 ans que je suis maire et à chaque fois, les citoyens, je comprends que les citoyens, des fois, disent on le sait par nos voisins, tout ça, mais jamais que les gens n'ont pas réussi à savoir qu'il y avait un projet parce que les étapes sont quand même nombreuses à suivre avant d'en arriver à un résultat final. Notamment, il y a la consultation publique où les gens, justement, qui étaient contre ce projet-là ont eu l'occasion de s'exprimer. Ils sont venus ici nombreuses, pour venir en discuter. Donc, Maître Arcan, vous pourriez peut-être, je sais qu'on pourrait envoyer par courriel, par exemple, tout le processus à la personne qui nous en a fait la demande, mais vous pouvez donner, vous êtes meilleur que moi finalement pour expliquer quel est le processus exact à suivre, des étapes pour une demande de dérogation ou de changement de zonage. Effectivement, puis pour ceux qui suivent attentivement nos séances du Conseil, on donne souvent ce qu'on appelle des projets de règlement. Alors, une fois que le CCU a recommandé au Conseil d'aller de l'avant avec une modification de zonage, par exemple, alors on va adopter ce qu'on appelle ici un premier projet. Ce premier projet-là est soumis à une assemblée de consultation publique. On en a fait état tantôt, par exemple, en désignant Mme Pilon, où la population est invitée à venir comprendre, à venir se faire expliquer le projet. Et c'est à l'intérieur de cette assemblée de consultation-là que les élus prennent les commentaires des citoyens. Rapport est fait à l'ensemble du comité par la suite. Alors, avec ou sans modification, suite à cette assemblée de consultation, il y a l'adoption d'un second projet de règlement qui peut être adopté tel quel ou qui peut être adopté avec les modifications qui auraient pu être proposées ou discutées. Alors, lorsqu'on adote un second projet, il y a par après une période qu'on appelle de consultation plus formelle où les gens peuvent, durant cette période-là, dépendamment des échéanciers, signer, demander la tenue d'un registre. Alors, il y a souvent un nombre de signatures requises. On va souvent parler de 12 signatures, c'est à valider, mais normalement 12 signatures. Donc, dès qu'on reçoit 12 signatures, on se doit à ce moment-là de soumettre ce projet-là à une journée d'enregistrement. Alors, comme j'en ai fait mention tantôt, pour le 40 rue Saint-Philippe, on a suivi toutes ces étapes-là. On a reçu 12 signatures. On va soumettre le projet de règlement maintenant à une journée d'enregistrement où là, on va calculer le nombre de signatures requises qui obligerait la municipalité à se repositionner pour aller éventuellement en référendum. Alors, ces journées-là permettent également aux citoyens de venir se manifester en signant un registre. Si le nombre de signatures est atteint, le conseil a à se positionner à savoir s'il va de l'avant avec le projet avec un référendum ou s'il retire le projet tout simplement, qui ne verra jamais le jour. Alors, c'est résumé, c'est grosso modo, mais effectivement, on pourra transmettre à l'adresse courriel de M. Chabot le visuel d'un processus de modification réglementaire en lien avec le règlement de zonage, qui est un peu différent de règlements plus usuels qu'on a, qui ne sont pas nécessairement toujours soumis à des périodes de consultation aussi détaillées. Alors, toutes ces dispositions-là sont prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que dans la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Et tous les avis publics en lien avec ces projets de règlement-là sont sur le site Internet de la municipalité.
site Internet on envisage, en tout cas, vous êtes en train, Maître Arcan, de regarder à faire en sorte, justement, quand on parle de transparence, là, peut-être pour faciliter la vie des gens. C'est pas facile de vulgariser ça, là. Même nous, on travaille là-dedans, puis il y a quand même une certaine complexité, mais comme Maître Arcan l'a dit, on est assujetti à des lois. Alors, toutes les municipalités au Québec fonctionnent de la même manière pour ce type de projet-là, ces changements-là. On doit suivre la loi. Par contre, on peut peut-être, via le site Internet, moderniser tout ça un peu pour s'assurer que les gens comprennent bien ce qui se passe. On est à faire cette actualisation-là, Monsieur le maire, effectivement, comme vous le mentionnez, et au-delà des avis publics qui sont inscrits, c'est qu'on va indiquer le schéma de procédure, en fait, un procédurier du cheminement d'un projet, d'une modification réglementaire au règlement de zonage. Alors, les gens pourront se situer dans le processus et comprendre qu'il n'est pas trop tard. Comme par exemple, les gens qui viennent aux assemblées de consultation pensent que déjà, il est trop tard. Non, c'est exactement le bon endroit pour se manifester. Alors, ça évite souvent des gens d'être indisposés par le fait qu'ils pensent être mis devant un fait accompli. Donc, ce procédurier-là, ce schéma-là, si vous me permettez l'expression, effectivement, on est à bonifier le site Internet pour le rendre un petit peu plus, je dirais, pas digeste, là, mais plus facile à comprendre, si vous me permettez l'expression. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Autre question, Charles? Oui, dernière question reçue provient de M. André Fréchette. Il nous dit, est-ce que les zones de construction seront en arrêt dû aux circonstances de la propagation du COVID-19? Par exemple, l'agrandissement du complexe Promutuel? Au moment où on se parle, non. D'autant plus, dans ce projet-là, c'est la Commission scolaire des Bois-Francs qui est maître d'œuvre du projet. Je vous dirais, là, d'entrée de jeu, sans savoir ce que le gouvernement du Québec va faire pour la suite des choses, mais tous les projets de construction, ça se fait à l'extérieur, premièrement. Il n'y a pas souvent là, nécessairement une promiscuité entre les travailleurs puis la population. Je pense que ça peut être assez sécuritaire là, de poursuivre le travail. Comme nous, on poursuit le travail. Là. Moi, je suis régulièrement avec le directeur général, avec Maître Arcan, avec les gens ici à l'Hôtel de Ville. On fait juste se tenir moins proche, on ne se serre plus la main. On fait quand même attention à nos contacts. Donc, je serais étonné qu'on en vienne à bloquer des projets de construction. Mais je ne suis pas devin, là. Je ne sais pas ce qui va arriver pour la suite des choses. On va suivre ça du côté du gouvernement du Québec particulièrement, parce que la décision viendra de là. Mais en ce moment, il n'y a pas de changement là, pour ça. Alors, il n'y avait pas d'autres questions, vous m'avez dit? C'est complète. Alors, c'est déjà maintenant terminé pour ça. J'espère que l'expérience vous a plu, évidemment, si vous l'avez suivi à la maison. On a bien hâte de vous retrouver ici. C'est un endroit qui appartient à la population. On veut que vous y ayez accès. Mais pour l'instant, on l'a expliqué en début d'émission, en début de conseil, il y a une réalité qui nous frappe. On doit être prudent. Mieux vaut être prudent. Ce n'est pas de la panique, c'est uniquement un principe de précaution, ce qui fait en sorte qu'on diminue le nombre de personnes qui peuvent être en contact. C'est la raison pour laquelle on a tenu cette séance-là à huis clos. Donc, comme je le disais, c'est une première. C'est probablement pas la dernière parce que je regarde ce qui est en train de se passer, mais on souhaite que ce soit le moins souvent possible qu'on fonctionne de cette façon-là. On a hâte de vous retrouver. J'ai hâte d'aller... je suis depuis 20 ans quelqu'un qui doit serrer des centaines de mains par semaine dans toutes sortes d'activités. Et il n'y a pas si longtemps, je le faisais encore parce que c'était pas encore... un problème. On nous avait pas conseillé de cesser les contacts physiques. Et là, c'est terminé là, pour le moment. Là. Donc, beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de contacts rapprochés. C'est comme ça. Bien là, ma blonde m'écoute peut-être, puis elle se dit non, nos contacts à nous, ça va, là. Mais on fait attention entre citoyens, bien sûr, et entre collègues. Merci de votre compréhension, mesdames et messieurs. Je sais que ce sont des moments qui sont très difficiles, mais comme le premier ministre Legault le dit si bien, on agit pour sauver des vies. Et c'est la façon de faire, c'est de s'assurer que rapidement, on puisse empêcher la propagation de se faire tout en même temps. Et moi, je salue, encore une fois, je l'ai fait en début d'émission, en début de conseil, je salue les travailleurs, travailleuses de la santé, tous les gens qui leur portent assistance, tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là sont actuellement à l'œuvre et font beaucoup, beaucoup d'heures. Franchement, c'est un travail admirable. Merci encore. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. On va se dire à la prochaine. On va procéder à la levée de la séance.
M. Poisson, appuyé par M. Paulin. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Merci.